Bonsoir. Du coup, je commence ce webinaire sur le thème Apprendre à se connaître en tant que collectif. Pour ceux qui nous rejoignent, il est enregistré et donc je vous invite à maintenir vos caméras coupées si vous souhaitez rester anonyme et à poser vos questions dans le chat pour que je puisse les traiter au fur et à mesure du déroulé. Euh, Peut-être je me présente pour commencer. Donc, je m'appelle Maud Delacroix, je suis membre de l'association depuis 2019. Depuis ces 4 et presque 5 dernières années, j'ai participé à faire de l'accompagnement de collectifs et de collectivités, donc accompagner à monter des projets sur les différentes dimensions de projets. Et j'ai participé à essayer de capitaliser ce contenu pour pouvoir le transmettre sous forme de ressources, à la fois partagées dans les événements comme les espaces de partage ou de ressources numériques, comme ce webinaire. Voilà, donc c'est avec cette expérience de 5 ans d'accompagnement et d'expérimentation terrain que je viens vous partager ce contenu. Le déroulé du webinaire sera en plusieurs parties. Je vais d'abord faire une introduction qui balaye rapidement ce que c'est que l'association Amo Léger et le contexte de ce webinaire. Ensuite, dans un deuxième temps, je parlerai des enjeux de cette étape, apprendre à se connaître en tant que collectif. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, qui est vraiment l'objet de ce webinaire, c'est quels ateliers, quels outils, comment on fait en pratique quand on est un jeune collectif pour commencer et se connaître. Si certains le souhaitent, ensuite, on prendra un temps pour écouter des témoignages et, euh, et ensuite un temps de questions-réponses générales. Je repartagerai des informations utiles. À la fin de ce temps, en fonction de comment il a duré, s'il reste encore un peu de temps, je proposerai d'arrêter l'enregistrement et on pourra aborder des thématiques et des problématiques d'actualité pour les participants et participantes qui sont peut-être pas en lien direct avec le programme du webinaire, mais qui permettront d'aller un peu plus loin et de profiter de cet instant où nous sommes plus nombreux. Voilà. Donc, pour commencer, l'association Amo Léger, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui existe depuis 2017, qui est d'intérêt général et d'envergure nationale. Aujourd'hui, sa mission, c'est d'accompagner la création d'éco-hameaux accessibles financièrement pour permettre à toutes et à tous d'habiter de manière durable et solidaire. Pour faire ça, l'association elle a 3 axes d'action. On fait beaucoup d'actions de sensibilisation. On essaye de mettre en lien différents types de publics, les individus, les jeunes collectifs, les collectifs plus matures, les collectivités, les propriétaires de terrain, les institutions, et de faire en sorte que chacun puisse dialoguer ensemble et se projeter. Pour ensuite passer à l'action, on accompagne opérationnellement des projets. Aujourd'hui, notre axe d'accompagnement, il est principalement centralisé sur les collectivités, donc les mairies qui mettent à disposition des terrains pour lancer des projets de hameaux légers. Et à partir de ces expérimentations et de ces contacts, aujourd'hui, on commence à avoir capitalisé pas mal de connaissances et on essaye de la transmettre sous différents formats, présentiels, numériques en direct et ou en ressources, également en ressources papier, puisqu'on avons sorti un livre. Qu'est-ce que c'est qu'un hameau léger? Peut-être avant d'aller plus loin, un hameau léger, c'est un projet de lieu de vie avec un terrain qui est mis à disposition d'un collectif d'habitants qui va souvent s'organiser avec une association pour gérer le collectif d'habitants et qui va accéder au terrain via un bail qui va le sécuriser sur une très longue durée. Il y a différents modèles juridiques possibles, mais voilà, on part d'un projet collectif à plusieurs sur un terrain mis à disposition. Chaque foyer de ce collectif a un habitat individuel, le plus souvent peu coûteux et peu consommateur, grâce à l'outil de la réversibilité, donc des habitats écologiques et réversibles qui vont concentrer des espaces utiles au quotidien. Et à côté de ces habitats individuels, on va retrouver des espaces communs qui vont être mutualisés et co-gérés pour avoir des espaces de vie complémentaires et donc de nouveau peu coûteux et autant que possible convivial. À partir de là, une vie collective peut s'organiser selon les envies du groupe. Donc, chaque groupe est différent, mais avec en valeurs communes de l'entraide, souvent, des activités communes, etc. Voilà, un mot léger, c'est un projet d'habitat participatif, écologique euh, et, et qui se monte avec plein de spécificités. Et là, on ne va pas s'attarder là-dessus dans ce webinaire. Aujourd'hui, des projets que l'association accompagne, il y en a une grosse vingtaine, beaucoup en Bretagne, mais aussi dans toute la France. Sur la carte, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet, on peut voir les différents états d'avancement. Il y a des projets où il y a déjà des habitants sur le terrain, des projets où on est en train de finaliser les aménagements et les éléments juridiques, des projets qui sont ceux en étape de faisabilité, qui cherchent des collectifs.
Il y a des appels à projets en cours si vous souhaitez candidater à des projets. Plusieurs appels à projets sont en cours et sont détaillés sur notre site internet. Et après, il y a des communes qui sont encore en train d'étudier la possibilité de faire oui ou non un projet de AMOLG sur leur commune. Pour ce webinaire, on va s'attarder surtout sur la phase 1 de la création d'un projet de hameau léger. Donc, un hameau léger, ça prend du temps à monter, ça passe par d'étapes qui sont assez classiques pour le montage d'un projet de vie, avec l'émergence du projet, la recherche d'un lieu, la conception des différents espaces et activités du projet, et la réalisation ensuite de ce qui a été conçu, et puis ensuite vivre sur le lieu. Il y a un webinaire qui a été dédié vraiment sur le parcours au global, et il est du coup accessible sur notre chaîne YouTube. Ce soir, on va se concentrer sur la phase 1, qu'on appelle l'émergence du collectif, qui arrive après la phase 0, où en tant qu'individu, on apprend à se connaître et on s'outille pour se lancer dans un projet. Et dans la phase 1, on considère que déjà plusieurs personnes se sont rencontrées et souhaitent mûrir pour pouvoir s'engager ensemble autour d'un projet commun. Et donc, on est vraiment au tout début de cette phase dans ce webinaire sur comment, en tant que groupe à plusieurs, eh ben, on devient euh, un nous, un projet. Pour pouvoir aborder ce sujet, j'avais envie de reposer un peu le contexte et rappeler des choses qui sont essentielles et qui sont utiles d'avoir en connaissance avant de se lancer dans des ateliers et dans des discussions. Euh, donc, un projet d'habitat participatif, ça va mobiliser des individus qui, ensemble, vont former un groupe. Donc, les individus, c'est le jeu. Qui vont former un groupe, c'est le nous. Et ce groupe, il va avoir un commun, le ça, dans lequel vers lequel il va se diriger. Et c'est intéressant de comprendre qu'il y a vraiment trois entités comme ça, parce que c'est ce qui va jouer sur les tensions, les relations, les enjeux dans les discussions. L'individu, il va avoir ses besoins, ses stratégies, il va avoir des postures, des pensées, des affects qui lui sont propres. Et entre chaque individu, on va avoir des relations. Et comme il y a plusieurs individus, il y a plusieurs relations. Euh, et il va y avoir des choses qui vont être partagées, d'autres qui vont être au contraire divergentes. Et tout ça va trouver du commun dans le projet avec des différentes activités, différentes réalisations. Et si on met ça voilà, en relation ensemble, on voit que il se passe des choses assez fines à avoir en tête. C'est que en tant qu'individu, on va avoir une place dans le groupe. Et dans cette place, on va avoir des relations, des émotions, on va se représenter des choses sur soi, sur les autres. En tant qu'individu, on va avoir aussi une posture individuelle vis-à-vis du projet commun. On ne va pas avoir tous le même rapport, la même relation au projet commun. On va avoir... euh, enfin, voilà. Et c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir être authentique vis-à-vis des autres et aussi, voilà, pour pouvoir réussir à coopérer ensemble, c'est important d'avoir conscience de cette posture qui va être individuelle et, et plurielle, puisqu'il y aura plusieurs personnes. Et ensuite, le troisième pan du triangle, c'est cette idée qu'on est justement un groupe et que pour aller vers le but commun, il va falloir qu'on s'outille, qu'on soit en capacité d'agir à plusieurs, qu'on se donne des cadres, qu'on se donne des méthodes, des processus pour réussir à justement prendre des décisions euh, et arbitrer et prendre en compte la diversité en fait de ce groupe qui va petit à petit se définir une culture commune et des outils communs. Et c'est ça qui se joue en fait dans les premières étapes pour apprendre à se connaître. Un autre petit schéma que j'avais envie de présenter en introduction de ce webinaire, c'est les étapes de la vie d'un groupe. Alors, je me souviens plus où moi-même je l'ai appris. À Montlégier, on n'a pas inventé grand-chose, hein. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'autres ressources en ligne. Si je ne me trompe pas, c'est l'Université du Nou qui m'avait donné ce schéma pour la première fois. Pour moi, ce qui est important dans ce schéma, c'est que voilà, un groupe, ça traverse plusieurs phases et ça fait des cycles. Donc, au tout début d'un groupe, j'espère qu'on n'entend pas trop les cris derrière moi. Au tout début d'un groupe, quand on se rencontre, on dit qu'on est dans une phase de séduction. C'est le moment où les jeux s'effacent et on fait plein de compromis parce qu'on a envie que le groupe fonctionne. C'est l'effet waouh du groupe. Il y a vraiment l'envie de croire que tout est possible et du coup de surtout pas mettre de barrière à la réalisation du projet. Donc, le nous et le ça sont très forts et le jeu s'efface complètement.
à, à la suite de cette phase de séduction où finalement le jeu s'est beaucoup effacé, au bout d'un moment, il va avoir peut-être un peu trop accepté de compromis et on arrive dans la phase de rouspétance, le moment où ben, en fait, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds pendant trop longtemps et il est temps de se réaffirmer et de poser ses limites. Les individus, pas forcément tous en même temps, mais parfois ça atteint un apogée où ils sont tous en même temps en phase de rouspétance, reposent leurs limites et du coup, on se retrouve avec un jeu très très fort dans le triangle et la partie du nous vers le ça qui affaiblit les méthodes et les processus sont ralentis parce qu'il y a beaucoup d'objections pour rappeler des limites. Et c'est normal, on ne peut pas faire des compromis en permanence. Euh, et du coup, ça peut être des longues discussions pour réussir à avancer, puisqu'en fait, on est tellement dans une phase où on pose ses limites qu'on écoute surtout ses limites et on a tendance dans cette phase à ne pas écouter les limites des autres. Alors, peut-être un peu cliché, mais en tout cas, c'est important de se rendre compte que ça peut arriver, ce moment où soit on se rend compte qu'on a dépassé ce propre limite, de se dire bah, peut-être les autres aussi, et de comprendre qu'à ce moment-là, on est dans une phase de respectance et que ça devient compliqué de co-construire. Si on n'est pas très vigilant à ça, la phase d'après, juste derrière, c'est le relâchement. C'est-à-dire que quand on a passé des heures et des heures à poser ses limites et qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à trouver de compromis parce que les limites des uns et des autres ne bougent pas, c'est figé, et ben il y a un peu de relâchement. C'est-à-dire on se dit, soit on se dit, bah, allez-y et moi je verrai plus tard, soit on quitte le projet. Et en tout cas, on lâche du mou. On se dit, bah, si je bloque sur mes limites, ça avancera plus. Donc, à la limite, avancer sans moi. Mais du coup, on se détache, on prend de la distance, on perd de l'adhésion, de l'appartenance au groupe. Et on peut être plusieurs à le vivre en même temps. Ce qui peut aussi globalement ralentir le projet. Et ça, c'est une phase où en fait, on ralentit et en fait, si on en prend conscience, on peut se rendre compte qu'en fait, entre la respiration et le relâchement, il y a un entre-deux qui est celui de poser ses limites, d'écouter les limites des autres et de voir quelles sont les solutions qui vont permettre de se rejoindre, de co-construire, de faire que des choses peuvent cohabiter. Et là, on passe dans la phase de réalisation. Et alors, si on est idéaliste, on se dit qu'une fois qu'on a fait le relâchement, la respiration et le relâchement et qu'on est en phase de réalisation, on est en phase de réalisation pour de bon. Ça y est, on se connaît, on sait dire nos limites, on sait écouter les autres et c'est bon. Mais il faut avoir conscience que à toute nouvelle gros changement, à tout nouveau gros changement de groupe, tout d'un coup, on a un terrain, tout d'un coup, il y a une nouvelle personne formidable qui nous rejoint. On re-rentre dans la phase de séduction puisqu'il y a un truc tout d'un coup qui fait qu'on y croit très très fort et qu'on a envie que ça avance très très vite. Et du coup, à ce moment-là, on va avoir de nouveau tendance à s'effacer et à se dire je veux que le projet il avance. Attends, on a une opportunité de ouf, on a un terrain magique là, faut qu'on y aille et il faut pas que je pose mes limites tout de suite, quoi. Et du coup, on peut refaire la boucle en recommençant à ce moment-là. Donc voilà, avoir en tête un peu ces différentes températures du groupe, ça peut aussi permettre de prendre de la distance par rapport aux résultats d'un atelier et de se dire, ah, cet atelier il a été laborieux, mais peut-être parce que en ce moment, on a du mal à s'écouter. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut prendre un temps juste pour s'écouter avant d'aller prendre des décisions. Voilà, et en tout cas, c'est utile de se rendre compte. On peut appeler ça aussi le baromètre du nous, des fois. Ce webinaire, il intervient à la suite d'un webinaire qui a eu lieu au mois de mai, si je ne me trompe pas, sur la constitution d'un collectif, les premiers pas d'un collectif, il s'appelait. Et dans ce webinaire, on avait pas mal de présentations sur les grands jalons de la constitution d'un collectif. Donc là, je les ai mis ici pour rappel. Souvent, en tant que collectif, on veut commencer par définir sa raison d'être. On veut définir une charte de valeurs, une charte de relationnel pour réussir à fonctionner en tant que groupe. On veut définir les grandes lignes de son projet, peut-être sélectionner une zone géographique. Et c'est à partir de ces premiers pas-là qu'on va avoir une organisation en tant que collectif où chacun va avoir sa place, potentiellement un rôle, des missions affectées et qu'on va verrouiller le groupe en disant là, on est un groupe. Et maintenant, s'il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, bah, elles devront adhérer à ce qu'on a déjà défini. Et ça se passera comme ça, comme ça. Donc ça, c'est un peu les grandes étapes qui vont faire qu'on devient un collectif, un nous. Et donc, c'était détaillé dans ce webinaire avec plusieurs témoignages. Et pour faire ça, il avait été listé un petit détail de ce qui était possible de faire, avec notamment des exemples d'ateliers pour approfondir sa connaissance de soi, sa connaissance de l'autre, du groupe, se projeter dans le projet. Et l'objet de ce webinaire, bah, c'est de rentrer dans le détail de ces ateliers.
Peut-être un rappel avant de rentrer dans les ateliers. Je pense que c'est chouette aussi de garder ça en tête et je préfère le répéter. Mais il y a des bonnes pratiques qui vont soutenir la définition d'un horizon commun. Euh, déjà, mieux se connaître en tant qu'individu et de pouvoir, en fait, en permanence actualiser ses besoins non négociables et vraiment son rapport au projet et réactualiser ses besoins au fur et à mesure et apprendre à les formuler. Pour pouvoir travailler en tant que groupe, on a vu, voilà, il y avait les jeux, le nous, bah, c'est important pour qu'il y ait un nous clair et qu'on arrive à se motiver, bah, que ce nous, il ait une raison d'être, qu'il ait un ça vraiment lisible. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment donner en fait un garde-fou, de se dire ça on fait pas. Et c'est cette cohérence avec cette vision stable qui va aider. Après, on dit vision stable, ça ne veut pas dire immuable. Ce qui est important, c'est qu'elle soit claire, qui va permettre de se dire si à un moment elle est plus motivante, elle est plus à jour, on l'actualise. Mais si elle n'est pas claire, on va y avoir du mal à se dire, bah, en fait, je suis pas motivée, pourquoi je suis pas motivée et, euh, et pourquoi je me sens faire partie du groupe, pourquoi je me sens pas faire partie du groupe. Dans les bonnes pratiques, il y a aussi, en fait, quand on commence un projet, ce que j'ai pu observer dans la plupart des collectifs que j'ai accompagnés, c'est cet enthousiasme à faire et à vouloir faire avancer les choses de manière concrète et pratique. Et du coup, à s'organiser pour que tel sujet avance, l'aménagement, la rencontre des élus. Et ce qu'on recommande comme bonne pratique, c'est de bien équilibrer cette efficacité organisationnelle avec le soin à l'humain, se dire qu'on est un groupe en tant que groupe, qu'on on n'a pas tous les mêmes vécus, les mêmes pratiques, et que c'est important de se fixer un cadre relationnel qui va permettre aussi de se sentir à l'aise et pour que chacun trouve sa place, son rythme et puisse fonctionner en bonne cohésion avec le groupe. Et donc là, il y a plein d'outils qui existent et notamment voilà, les cercles de parole et d'écoute pour bien aussi prendre soin de ça et de penser à le garder un équilibre par rapport à tous les groupes de travail qui peuvent se monter, des ateliers techniques, etc. Le pendant de ça, du coup, c'est de garder aussi la conscience du rythme, que peut y avoir différentes vitesses dans le groupe et d'en avoir conscience, de le visibiliser. Donc ça, c'est un des sujets d'atelier que j'ai noté pour la suite du webinaire. Une des recommandations aussi importantes, c'est de garder des traces de ce qui a été fait, une mémoire des réalisations. Comme ça, on ne répète pas des erreurs et on garde aussi la trace de comment les décisions sont prises. Ça permet aussi de célébrer ce qui a été fait et ça, c'est important. Euh, Éviter le conformisme, l'autocensure et l'illusion, ça, c'est quelque chose qui peut sembler ouvrir une porte déjà ouverte. Mais il y a vraiment cet enjeu comme je disais, le groupe qui, des fois, au début, est dans la phase séduction et on va en fait essayer de tendre vers ce que tout le monde veut. Et en fait, c'est aussi important de valoriser la divergence pour que chacun puisse poser ses limites, pour aussi parfois trouver une solution inimaginée par d'autres et on se fait surprendre. En tout cas, voilà, d'être vigilant sur cette envie de trop converger et de bien garder la porte ouverte aux divergences pour rester fidèle, authentique et créatif. Euh, et du coup, voilà, garder la communauté forte et ouverte, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à ce cap, ce ça, cette raison d'être qui va permettre de sentir qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas. Et du coup, de permettre aussi de poser des jalons sur comment on entre et on sort, qu'est-ce qui fait qu'on appartient à un groupe, à ce groupe et pas à un autre. Et après, le gros sujet, c'est aussi la gouvernance. Et ça, il y avait un webinaire début juillet sur la gouvernance et je vous inviterai à le visionner si vous avez beaucoup de questions dessus. Mais c'est quelque chose qui s'anticipe aussi assez tôt dans le groupe pour équilibrer les pouvoirs et du coup nourrir tout ce qui est initiative, régulation et valoriser les compétences de chacun et chacune dans une gouvernance qui est adaptée au groupe. Voilà pour tous les sujets un peu de cadre que je voulais poser en amont avant de rentrer dans les ateliers. Ça fait déjà 20 minutes que je parle. Peut-être je fais un tout petit point technique avec les personnes qui sont avec moi. Est-ce que le son est toujours bon? Est-ce que j'articule suffisamment? Et si oui, je vais continuer. Oui, c'est bon. J'ai pas prévu de prendre de questions à ce stade parce que j'avais vraiment envie de rentrer dans les ateliers. Si vous avez des questions, je vous rappelle, vous pouvez les noter dans le chat et je vais essayer d'en prendre connaissance au fur et à mesure et ça me permettra de juger s'il y a un moment c'est pertinent que je m'interrompe pour les prendre. Donc, passons sur la pratique. Comment on fait en tant que groupe quand on se réunit, par quoi on commence, comment ça s'anime.
Dans ce webinaire, j'ai l'intention de présenter 7 ateliers. Je suis ambitieuse, je veux en faire toujours plus. Mais l'idée, c'est que je vous donne un peu des lignes guides et puis il y a des liens qui seront partagés avec la rediffusion vers des fiches pratiques pour vraiment aussi pouvoir les appliquer. Et je voulais surtout, dans ce webinaire, pouvoir partager de vive voix les choses un peu plus sensibles qui ne se lisent pas dans une fiche écrite de comment je recommande de vivre et d'animer ces ateliers. Il y a 4 ateliers qui sont plutôt généralistes, qui vont être pour apprendre à se connaître et aller vers une raison d'être commune. Donc, il y a ce qu'on appelle la semaine type, la balance des divergences, que certains appellent aussi la balance privée-collective. Un atelier qui s'appelle Un monde où, le mandala holistique. Et des ateliers plus thématiques pour explorer des sujets clés qui vont souvent intéresser les gens dès le début et que, voilà, du coup, petit déroulé possible sur le rapport à l'argent, le rapport au conflit et le rapport à l'engagement. Alors, je vois tout de suite une faute. J'en profite pour dire que j'ai préparé ce support cette semaine et que je suis une jeune maman fatiguée et normalement je relis beaucoup mes fautes d'orthographe mais n'ayant pas de soutien pendant l'été pour la relecture, j'ai malheureusement pu laisser passer de nombreuses fautes. J'espère qu'on me pardonnerait. On corrigera le support à l'issue du webinaire. Avant de commencer n'importe quel de ces 7 ateliers, il faut... alors, je dis il faut, toujours c'est je recommande, pardon. Je recommande de poser un cadre de sécurité. Alors, il n'y a pas de cadre de sécurité universel. C'est l'idée, c'est de se mettre d'accord en tant que groupe sur des règles minimales qui vont faire qu'on va se sentir à l'aise dans l'espace qui est proposé pour mener un atelier. Pour poser un cadre comme ça, moi, ce que je recommande, c'est d'identifier en amont du rendez-vous un ou une facilitateur, facilitatrice qui va pouvoir préparer le matériel nécessaire, éventuellement aménager l'espace et se familiariser avec le déroulé de l'atelier ou du sujet qu'on veut aborder pour que ce puisse être fluide et qu'on puisse aussi ajuster les choses euh, à l'objectif. En début de rencontre, pareil, dans les recommandations, il y a cette idée de partager la météo de chacun. Donc la météo, c'est dire comment je me sens. Il y a pas forcément... L'idée, c'est pas de faire un cercle de parole d'écoute sur comment chacun se sent, mais plutôt de prendre la température pour savoir s'il y a des gens qui sont très fatigués, s'il y a des gens qui, au contraire, ont plein d'énergie, ce qui va permettre aussi aux facilitateurs d'être vigilants au partage de la parole. Ça permet aussi éventuellement d'écouter les contraintes des uns et des autres pour pouvoir adapter le déroulé en fonction de ce qui se dit. Si ça a besoin d'être plus court, d'envisager éventuellement de reporter, de découper l'atelier en deux et de reporter. Et, euh, et voilà, donc la météo, elle sert surtout à ça, à ajuster et à prendre soin de l'équilibre des paroles. Moi, je recommande au tout début de redonner les grandes lignes du déroulé, ce qui permet à chacun et chacune de se projeter, de se préparer, de se concentrer, d'anticiper aussi s'il y a besoin de prendre des pauses pour faciliter la concentration de chacun et chacune. C'est bien aussi dès le début d'identifier s'il y a une envie de restitution, comme je disais d'ailleurs dans les bonnes pratiques, c'est de garder la mémoire de ce qui s'est fait. Et du coup, est-ce que c'est sous forme de prise de notes? Est-ce que c'est des photos qui sont faites à la fin et de vraiment avoir prévu le coup? Et dans les dernières choses à faire au tout début, rappeler les postures attendues. Voilà, est-ce que, en fonction de ce qui est fait habituellement par le groupe, quelles sont les règles de communication? Est-ce que c'est parler au jeu? Est-ce qu'on peut avoir des émotions? Est-ce qu'elles sont les bienvenues? Euh, à quel point on est libre de parler longtemps ou on essaye d'être concis en fonction du temps qu'on a aussi. Voilà, de pouvoir le repartager pour que chacun se sente à l'aise. Et aussi rappeler, moi ce que je recommande, c'est que rappeler ce cadre, il est modifiable par toutes et tous. Donc au début de la réunion, si quelqu'un a besoin d'ajouter une règle qui le mettrait plus en confort, qu'il puisse le proposer et que ce soit validé par le groupe. Voilà pour commencer. Le premier atelier que je propose de vivre en tant que collectif, quand on commence à se connaître, ça s'appelle la semaine type. La semaine type, c'est d'abord un exercice individuel où en fait chacun, chacune peut réfléchir à comment il se projetterait dans une journée ou une semaine classique dans son futur lieu de vie. L'idée, c'est vraiment de prendre un temps pour soi, en silence, où on se projette.
Voilà, j'ai marqué un temps de visualisation, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans le groupe qui se sent à l'aise de le faire, ça peut être aussi utile d'inviter chacun à fermer les yeux ou en tout cas se concentrer sur son carnet ou sur son espace à soi. Et quelqu'un peut guider avec la voix en disant le lundi matin, je me réveille, qu'est-ce que je vois? Euh, je... Qu'est-ce que je fais en premier? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je ressens? Et comme ça, quelqu'un qui peut guider dans une projection, vraiment on se projette dans l'espace aux différentes heures de la journée, aux différents moments de la semaine et dans les différentes sensations qu'on peut avoir dans le faire, le voir, l'entendre. Et comme ça, essayer de se voir sur une semaine complète, quelles sont les choses qu'on vit, les activités qu'on fait ça peut permettre de faire émerger beaucoup de choses sur le projet et ça peut aussi permettre d'apprendre à se connaître par rapport au rythme des uns et des autres. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger. Donc d'abord, un exercice individuel, on peut, sur une feuille vierge, noter ce qu'on ressent dans un planning. Et ensuite, dans un deuxième temps, partager. Ce que je recommande, c'est de partager en petits groupes. Comme ça, on s'écoute vraiment attentivement. On peut poser des questions pour comprendre ce que l'autre membre du collectif a voulu partager. Si on a beaucoup de temps, on peut utiliser la méthode des 5 pourquoi. C'est pourquoi est-ce que tu commencerais la journée comme ça? Pourquoi? Et puis la personne répond et on repose pourquoi, soit la même question, soit on rebondit sur ce qu'elle vient de nous dire pour essayer de comprendre ce qui la motive en profondeur. Parce qu'en fait, de but en blanc, on va pas forcément imaginer vraiment la semaine moyenne de ce qu'on vit. On va peut-être imaginer des choses idéales, on va peut-être pas avoir d'idées sur certaines choses, on va pas beaucoup détailler. Et le 5 pourquoi permet parfois de comprendre un truc un peu plus subtil que au petit déjeuner, je mange des céréales dans ma chambre. On veut pas forcément savoir comment manger des céréales, mais on veut savoir qu'on mange dans sa chambre, qu'on mange seul, qu'on a besoin d'intimité, qu'on a besoin de silence. Et c'est les 5 pourquoi qui vont permettre d'aller plus loin et de comprendre vraiment le besoin de l'autre membre de son collectif. Et c'est aussi ça qu'on va chercher à connaître à travers ce type d'exercice. Et Et du coup, à l'issue de ce tour de partage en petits groupes, on n'a pas forcément eu l'occasion de connaître tous les membres de son collectif. On peut, si on a le temps, tourner et faire tourner des groupes. On peut aussi faire un temps de convergence tous ensemble et où, en fait, chacun prend la parole à tour de rôle et raconte ce qu'il a appris sur soi en ayant fait cet exercice, parce que des fois, on se surprend, et ce qu'on a appris sur les autres. Ça permet, voilà, de mettre en lumière des choses qui sont retenues et qui marquent et potentiellement, si on aborde des sujets parfois très concrets, comme les espaces qui vont être utilisés, les, les, les relations qu'on va avoir au territoire, bah, peut-être que des rôles ou des personnes dans le collectif qui ont déjà des missions vont se sentir concernés et vont vouloir partager aussi que comme ils ont entendu ça, bah, leur prochain pas, ça va être de creuser le sujet d'un espace commun qui permettrait de faire du yoga tous ensemble, par exemple, s'il y en a qui se projettent là-dedans. Et donc voilà, ça c'est un atelier que j'appelle un atelier de divergence, même si à la fin, là, il y avait cette notion de converger, de s'écouter et de dire ce qu'on a appris. Vraiment, l'idée, c'est pas d'essayer d'avoir tous la même semaine type, c'est plutôt vraiment d'entendre toutes les semaines types de chacun et de comprendre qui a besoin de quoi et de commencer à connaître, avoir conscience des besoins individuels et pluriels du groupe. Euh, Voilà. Après, un atelier qui peut être fait et qui peut aussi aider, c'est ce qu'on appelle la roue du temps, où on rentre vraiment dans le détail de, dans une journée, par créneau horaire, qu'est-ce qui se passe. Voilà, sur la semaine type. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et sinon, je vais basculer à l'atelier suivant. L'atelier d'après, c'est la balance de divergence. C'est un exercice qui peut s'appliquer sur plein de sujets différents. Moi, depuis que je suis dans l'association, je l'ai vécu sur plein de choses. Un exemple très, très concret, c'est, je l'ai même souvent vécu sous forme d'énergiseur. Ces petits activités qu'on peut faire en début de journée en tant que groupe pour se mettre en énergie, en fait, pour commencer, et qui sont des brises-glaces aussi, des fois qu'on appelle, et qui n'ont pas besoin d'être sur des grands sujets sérieux. Vraiment, le principe, il est simple, c'est on trace une échelle fictive qui peut être dans l'espace ou qui peut être via des numéros qu'on montre. Du coup, il peut aussi se faire en visio, d'ailleurs, cette activité, c'est-à-dire on peut noter sur son carnet un numéro de 1 à 10 et tous le montrer en même temps. Et l'idée, c'est qu'on pose une question à tout le groupe. Chacun, seul dans son coin, se pose la question de bah, lui, où est-ce qu'il se situerait sur ce gradient.
Et ensuite, tous en même temps, autant que possible, on dévoile sa position aux autres membres du collectif. On se place dans l'espace sur une ligne où on montre son petit numéro. Et ensuite, on prend le temps d'écouter chacun pourquoi il s'est positionné à tel ou tel endroit. Si on est un grand groupe, la recommandation, c'est peut-être de passer plus de temps sur les extrêmes, ceux qui sont en bout de ligne, et ou sur les endroits où il y a le plus de personnes à la fois. Et surtout, à la fin, on essaye de trouver, à la fin de ce partage où chacun s'exprime sur pourquoi il était à cet endroit, j'invite à faire l'exercice de reformuler ce qu'on a entendu du groupe, qu'est-ce qui converge et surtout qu'est-ce qui diverge. Euh, Ce qui est très intéressant avec cet exercice, c'est que on aura beau, quand on pose la question au début, l'illustrer avec des exemples en disant de 1 à 10, mettez-vous si vous vous sentez comme une souris ou comme un éléphant. 1, c'est la souris, 10, c'est l'éléphant et 5, c'est le chien. Et ben en fait, il y a plusieurs personnes qui vont se mettre sur un même chiffre pour des choses, pour des raisons très différentes. Donc c'est vraiment le temps de discussion, il est important. Et l'échelle, c'est un prétexte pour faire émerger et commencer à se positionner par rapport à certains sujets. Ce qui est aussi possible de faire, c'est à l'écoute du groupe, ensuite de reproposer de se replacer pour voir si les choses ont changé par rapport à la question qui a été posée, si on se positionnerait autrement, maintenant qu'on a compris ce que les uns et les autres on met derrière les numéros. Euh, Cet atelier il peut être vite utilisé sur plein de sujets dès le début pour explorer des sujets du groupe. Et c'est pour ça qu'on l'appelle souvent la balance privée-collective. Notamment, elle permet de se poser la question de qu'est-ce qu'on met en commun et qu'est-ce qu'on ne met pas en commun sur plein de thématiques. Là, j'ai donné un exemple sur l'argent. Chacun prend en charge ses revenus en travaillant en un. Donc, chacun a son argent de son côté et s'occupe de son argent de son côté. En 10, tout est mutualisé, toutes les sources de revenus sont gérées de manière collective et mis au profit du collectif. Et puis, en 5, on a entre les deux, on demande à chaque membre du collectif de consacrer une partie de ses ressources, soit en temps, soit en argent, au groupe. Et là, c'est vraiment très intéressant de voir comment chacun se positionne et ce que chacun interprète dans les numéros qu'il propose. Euh, Parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'on observe des positionnements et on se rend compte que ça pose une question, un frottement, on se pose la question de comment ça va se finaliser. Et du coup, ça peut être le moment de noter comme prochain pas, bah, tel rôle, ce sujet-là, il a besoin de le creuser sous une autre forme, sous un autre atelier, ou ce sujet-là, en fait, on ne sait pas se positionner parce qu'on manque d'informations, bah, peut-être il y a besoin d'abord d'avoir une personne qui défriche le sujet, on se le représente tous ensemble et après on se positionne. Ça peut vraiment inviter à se faire en plusieurs étapes. Là, sur cet atelier, j'ai envie de rappeler le schéma des étapes du nous. Si on est dans la phase séduction, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir tendance, au moment, je disais, à la fin de cet exercice, de bien reformuler les convergences et divergences. Si on est à la phase de séduction, je peux être sûre que la première personne à qui je vais proposer de reformuler va dire, on pense tous pareil, on pense que ça, c'est ça, et puis il y a telle divergence, mais c'est complètement compatible parce que ça. Attention de bien entendre aussi les divergences et de se poser la question de ces divergences, comment elles vont cohabiter. Et il y a plein de solutions créatives pour que ça puisse cohabiter. Et dans une phase de séduction, vous serez d'autant plus créatif pour faire en sorte que ça marche. Mais il y a vraiment cet effet-là au tout début d'un collectif de se dire que en fait on pense tous pareil. Et c'est pas vrai. Enfin, c'est vigilance à ce que ce soit pas un masque qu'on se met parce qu'on a envie que ça marche. Euh, Un exemple, c'est les animaux, où ça peut vraiment emmener beaucoup de divergences sur je veux vivre avec des animaux, je ne veux pas avoir d'animaux du tout sur les espaces du projet. Et c'est entre deux, et du coup, voilà, de bien creuser le sujet de c'est quoi la limite de chacun, qu'est-ce qui sera possible ou pas possible. Et c'est des ateliers qui sont pas si évidents que ça parce qu'ils vont peut-être mettre le doigt sur des sujets de divergence tels qu'il ne faudra pas forcément continuer le projet ensemble. Là, après, il y a d'autres outils pour aussi prendre le temps de, d'analyser à quel point on se sent motivé à faire des compromis et à continuer, ou à quel point on a besoin d'accompagnement pour faire le deuil d'un groupe qui n'est pas celui avec lequel on va s'épanouir, parce que des limites non négociables ne peuvent pas être respectées euh, pour plusieurs membres du collectif.
Ouais, donc c'est pas un atelier anodin, mais c'est un atelier qui peut s'appliquer sur toutes les thématiques du projet. Voilà. Donc je le trouve super. Euh, En même temps, comme il n'est pas anodin, c'est aussi important de pouvoir, enfin, je reviendrai dessus à la fin, mais tous les ateliers, c'est important de les clôturer en se demandant comment on les a vécus, avec quoi on repart, quels sont les prochains pas, et de pas les prendre comme des conclusions en soi. C'est pas parce que lors d'un atelier, on s'est dit ça que les positions vont rester figées. Vous refaites la même balance des divergences sur les mêmes thèmes un mois plus tard, beaucoup de choses auront bougé parce que vous aurez appris des choses en général sur le projet, sur certains sujets. Vous aurez aussi appris des choses sur vous, vous aurez mûri, vous aurez peut-être des motivations différentes. Et c'est aussi important sur certains sujets de s'actualiser et de pas trop se figer. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas prêt de répondre la première fois qu'on les vit, mais c'est en les vivant une première fois que d'un coup on se rend compte que ça nous pose des questions et on va en y réfléchir de son côté entre deux ateliers. Et tout d'un coup, plus tard, on sera mûr pour partager sa position. Peut-être pas sous la forme d'une alliance de divergence, peut-être dans un espace plus de discussion ouvert. Et voilà, ça peut aussi juste lancer un début. Ces ateliers peuvent se faire dans tous les types d'espaces. Là, voilà, j'avais mis une photo d'un espace de partage qu'on anime où on fait l'atelier avec les participants et on était en extérieur sous forme de cercle. On ne s'est même pas déplacé dans l'espace, on profitait du soleil et on faisait juste un tour. Chacun disait son numéro et à la fin, quelqu'un qui avait tout écouté pouvait dire qu'il y avait tant de numéros, que ça voulait, qu'il y avait ça comme convergence, ça comme divergence. Donc ça peut se faire voilà, en visio, en cercle, en ligne, dans l'espace en bougeant. Euh, Sentez-vous libre de le mettre en espace et en mouvement en fonction de vos énergies aussi et de vos personnalités. Si vous avez de nouveau des questions sur cet atelier, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vais peut-être essayer de voir si j'arrive à accéder au live pour voir s'il y a des gens qui posent des questions. Hop, le contenu n'est pas disponible actuellement. Je ne sais pas comment ça se fait que j'arrive pas à y accéder. Je vais continuer. Donc, le troisième atelier que je voulais présenter, c'est Un monde où. C'est un atelier qui consiste principalement en une écoute du centre. Donc, c'est un vocabulaire, mais j'aime bien, je trouve que c'est très imagé, ça représente bien en fait ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une écoute du centre dans les ateliers? C'est un moment où chaque individu du collectif va écouter tous les individus et grâce à l'écoute individuelle de chacun, et donc au pluriel, on va petit à petit pouvoir sentir qu'est-ce qui nous met en commun, qu'est-ce qui nous rassemble et c'est quoi le centre de ce groupe qui se constitue. Donc on écoute tout le monde pour pouvoir sentir quel est le centre et voilà comment il s'équilibre entre tout le monde. Donc un monde où c'est un atelier d'écoute du centre. Il est très facile à mettre en œuvre. L'idée, c'est on prend un grand paper et à droite, on met les post-it de ce qu'on voudrait voir advenir. Moi, je rêve d'un monde où toutes les femmes peuvent se balader sans se sentant à l'aise partout. Et un autre partie du paperboard, on met des post-it d'une autre couleur. Donc, vert, rouge, c'est suggestion, mais ça peut être avec ce que vous avez. Ce qu'on veut voir arrêter. Je rêve d'un monde où les abeilles ne meurent plus. Euh, et voilà, et du coup, on prend un temps en silence où chacun réfléchit à ce qui est fondamental pour lui, ce qui vraiment il aimerait voir advenir dans l'avenir et ce qu'il voudrait voir s'arrêter. Et vraiment, là, on parle des fondamentaux, la société en général, hein. C'est vraiment très large, ce qui est essentiel pour soi. Et on prend le temps de noter ça. Le temps qu'il faut pour noter, il va varier d'un collectif à l'autre en fonction de la vitesse des uns et des autres à prendre des notes, à réfléchir. Dans un collectif, les vitesses peuvent être très différentes. Moi, j'invite à prendre plutôt des temps longs et à accepter ce silence qui fait mûrir aussi les choses. On peut creuser un sujet, changer ses post-it, les réordonner si on est quelqu'un de plutôt rapide à écrire. Et en fait, il y a des choses qui vont venir. Et on laisse le temps à chacun d'avoir vraiment le temps d'aller chercher ce qui est fondamental pour soi et d'avoir au moins plusieurs post-it de chaque couleur qu'on puisse partager. C'est OK aussi de ne pas se sentir de choses venir et de ne pas mettre de post-it et d'y revenir plus tard. En tout cas, d'être à l'écoute de la possibilité de pas s'exprimer.
Une fois qu'on a noté ces post-it, l'idée c'est de les partager à l'oral. Et là, l'oral, il a beaucoup d'importance parce qu'en fait, on va pouvoir nuancer beaucoup de choses qui sont écrites, reformuler ce qui est écrit euh, et se les partager. Donc, c'est de nouveau des ateliers qui peuvent prendre pas mal de temps en fonction de à quel point on a envie d'expliciter les choses. Et une fois que tout est affiché, tout est partagé, on repropose un temps où chacun réfléchit en silence, individuellement, à quand il a entendu tout ce groupe, tout le monde parler, il a entendu toutes les diversités des fondamentaux de chacun. S'il devait retenir que deux ou trois valeurs pour l'ensemble du groupe, quelles seraient les valeurs qui pour lui représentent le groupe? Vraiment se poser la question de, pas ses valeurs à soi, mais celles du groupe. Et ensuite, on les partage au groupe. Donc là, on a une première écoute du centre qui fait ressortir des premières valeurs et ça peut nous surprendre de s'entendre que certains ont lu telle valeur à cette écoute et d'autres d'autres. Donc c'est aussi, ça permet de voir qu'on n'entend pas tous le même centre alors qu'on a tous entendu les mêmes partages. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi, de manière itérative, aller creuser qu'est-ce qui est vraiment commun. Et pour aller chercher vers justement cette convergence, donc là, on avait au départ un atelier plutôt de divergence, d'ouverture, d'émergence de valeurs, d'idées. On peut, dans cet atelier, aller ensuite dans un atelier plutôt de convergence. On va essayer réduire le nombre de valeurs, cœur. Et pour ça, on utilise la gométocratie, cette idée d'utiliser les gommettes pour voter. Donc très simple, ça peut être des gommettes, mais ça peut être aussi des bâtons qu'on met. Chacun a un nombre limité de bâtons ou de gommettes et doit les mettre sur les valeurs qui pour lui sont essentielles et qu'il faudrait que le collectif garde en cœur. Il y a forcément des valeurs qui vous semblent importantes, mais vous avez un nombre limité de gommettes et il faut accepter qu'elles seront importantes mais secondaires. Ce qui permet du coup de faire un vote. Sur ces valeurs qui auront été priorisées, donc, par exemple, donc il y avait, je sais pas, un groupe de 5 personnes qui ont fait émerger 10 valeurs. Il y en a que 4 qui sont priorisées par tout le monde. Et sur ces 4 valeurs, donc, qui sont communes donc, par le nombre de votes, peut-être que vous avez voté pour aucune de ces valeurs qui ont le plus de votes, mais voilà, sur ces valeurs qui ont le plus de votes, chacun est invité à noter la définition. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette valeur? Ça, c'est intéressant parce qu'ensuite, quand vous allez faire le tour de partage de ces définitions, vous allez pouvoir voir aussi qu'en fait, le vocabulaire, il peut jouer des tours. Et que c'est important aussi d'aller dans ce travail de reformulation quand on ne se connaît pas au début en tant que collectif pour apprendre à utiliser le même mot, le même vocabulaire, et que le vocabulaire désigne la même chose en fait. Parce que peut-être que deux personnes disent que l'entraide, c'est leur valeur, mais en fait, ne mettent pas la même chose derrière l'entraide. Et, euh, et c'est très, très courant. Vraiment, pour l'avoir fait plein de fois, cet atelier, il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent ressortir derrière une même valeur. Et dans l'idée de converger, si on se sent prêt, ce qui peut se passer, c'est à l'issue de ce vote, bah, d'obtenir le consentement du groupe sur les valeurs retenues. Est-ce que le vote fait que les valeurs qui sont retenues, les 4 premières, est-ce elles conviennent à tout le monde? Ou est-ce qu'il y en a une qui bah, met mal à l'aise quelqu'un? Et c'est oui, pourquoi? Ou est-ce que, oui, elles sont chouettes ces valeurs, mais en fait, il n'y a pas celle qui est la plus essentielle pour moi, quoi. Et donc là, ça va pouvoir permettre de faire émerger de nouveau des discussions et on peut basculer sur d'autres types d'ateliers pour aller creuser ça. Du coup, c'est vraiment un atelier qui va permettre de pouvoir euh, apprendre à se connaître sur son vocabulaire, apprendre à communiquer ensemble et puis faire émerger ce qui est fondamental et qui deviendra peut-être les valeurs guides pour la raison d'être. Donc il y a des méthodes qui peuvent être utilisées pour ça. Là, j'ai cité la méthode 1, 2, 4, tous qui permet de creuser d'abord tout seul, c'est quoi ce que ça veut dire pour nous cette valeur, pourquoi elle manque. Ensuite, se mettre à deux et d'en discuter à deux. Puis ensuite, en groupe un peu plus grand. Puis ensuite, tout le groupe. Ça permet de vraiment aller en profondeur dans les choses tout en étant plus efficace que tout le groupe qui discute tous ensemble de la valeur dès le début. Donc voilà, un atelier. Et de nouveau, comme je disais tout à l'heure, ce sont des ateliers où c'est pas... des fois, c'est assez fou et ça converge très vite. Et c'est chouette et on peut se servir de ça pour fixer un cap assez rapidement. Des fois, ça diverge, il ne faut pas le prendre pour acquis. Et si ça converge très vite, de nouveau, vigilance sur le fait que c'est peut-être parce qu'on est dans une phase de séduction. Et bah, célébrons le fait que ça converge, posons-le comme cap, mais donnons-nous une échéance pour se dire, bon, bah, peut-être que dans 4 mois, on vérifie que c'est toujours notre cap. Parce que peut-être que dans 4 mois, on aura un peu plus connaissance de soi, de nos limites et du fonctionnement du groupe, et on aura peut-être besoin de faire évoluer quelques-unes de ces valeurs. Et c'est OK de converger très vite, mais soyons vigilants, c'était peut-être parce qu'on était dans une phase de séduction. Voilà, toujours aussi d'être dans cette itération. Sans forcément que ce soit très lourd, hein. Ça peut être à une réunion de se dire OK, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est d'accord, bon, bah, on ne fait pas d'atelier, on continue comme ça.
Et ah non, il y a quelqu'un que ça met mal à l'aise, bon, bah, on reprogramme un atelier. Euh, Vraiment de prendre la température et pas forcément faire des ateliers pour des ateliers. Voilà, j'ai l'impression de rigoler toute seule parce que on n'est que deux sur ce Zoom, mais peut-être que plein de gens regarderont ce webinaire plus tard et que ça les fera rire de me voir rire. Voilà, est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce qu'il y a des questions qui émergent? Voilà, je t'invite, Jessie, si tu en as, à ne pas hésiter à en partager. Bon, je peux prendre la parole. Du coup. Non, moi, je voulais savoir si sur ces ateliers-là, s'il y avait des fiches pratiques un peu des grandes étapes pour mener ces ateliers sur le site de Hameau Léger, où est-ce qu'on peut les retrouver? Oui, du coup, là, moi, dans le support, j'ai mis les liens. Il faut que je vérifie avec la technique en interne comment ça va se passer, mais on va normalement partager les liens qui sont sur le support. Il y a à la fin du support tous les liens utiles qui sont aussi écrits en toutes lettres que tu pourras recopier. Et notamment, il y a le lien vers un centre de ressources en version alpha. C'est-à-dire on est en train d'essayer de faire une vraie plateforme de ressources numériques, mais qui n'est pas encore tout à fait opérationnelle. Mais on a déjà fait une pré-version où justement toutes ces fiches pratiques de ce que je présente aujourd'hui, elles sont accessibles et elles présentent les objectifs, le matériel nécessaire, les différentes étapes, les consignes de facilitation. Je n'ai pas pensé à mettre un aperçu de à quoi ça ressemblait une fiche, mais elles sont donc accessibles et il y aura au moins le lien à la fin et ensuite normalement je dois pouvoir les repartager dans tout ce qui sera rediffusé sur Facebook et sur YouTube. D'accord, merci. Ouais, d'ailleurs, donc, par exemple, si je vais sur la fiche d'après, voilà, là, en haut de la page, il y a le lien, fiche pratique du mandala. Je ne sais pas si quand vous cliquez, ça s'ouvre pour vous. Sans doute pas. Non, 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 Non. non, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas encore assez puissant. C'est bon. Mais du coup, à la fin, il y a bien des liens qui renvoient vers des fiches qui sont. Il n'y a pas eu de travail de mise en forme graphique, mais il y a eu un travail de mise au propre et de relecture, et elles sont consultables et utilisables. Ok, merci. Euh, du coup, l'atelier d'après que je voulais présenter, c'était le mandala holistique. Alors, c'était peut-être un peu ambitieux de le mettre ici, mais c'est pareil, c'est parce que je me suis dit qu'il y avait les fiches pratiques derrière et que je préférais présenter plusieurs ateliers pour que aussi tous les groupes puissent se sentir à l'aise de commencer par l'atelier qui leur convienne. Parce qu'en fait, il y a une multitude d'ateliers et il n'y en a pas un qui est le bon pour commencer. Il y a les ateliers où, en fonction des personnalités, ça va être plus facile de commencer. La semaine type, c'est quelque chose où si l'exercice individuel est facile, bah, ça fait un prétexte de discussion facile. Euh, la balance de divergence, bah, faut être à l'aise de se positionner dans l'espace, de dévoiler son positionnement. Euh, et puis le mandala holistique, bah, c'est un atelier qui est hyper intéressant, mais qui demande beaucoup de temps parce qu'il est vraiment construit de manière à pouvoir aller en profondeur tous ensemble et c'est plutôt recommandé d'y passer une journée entière. Alors que la balance de divergence, ça peut prendre 10 minutes pour traiter un sujet une première fois et déjà faire nourrir une réflexion individuelle et collective sur certains sujets. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais en présenter plusieurs, et, et y compris celui-là qui peut être très long. Donc là, c'est un exemple de résultat. Le principe du mandala holistique, c'est qu'on va remplir 3 cercles au fur et à mesure. D'abord, le cercle central qui va être les valeurs. Pour le remplir, on peut notamment utiliser l'atelier précédent que je présentais, un monde où. Et, où et sinon, il y a un déroulé un peu plus classique présenté pour le mandala holistique. Vraiment, cette idée, c'est de commencer à sentir c'est quoi l'éthique et la raison d'être de ce groupe, pourquoi il existe, qu'est-ce qu'il veut vraiment promouvoir en fait. Ensuite, le cercle d'après, c'est les principes et les attitudes. C'est la manière dont on donne vie à ces valeurs, en fait. C'est la manière de faire. C'est des attitudes. C'est vraiment cette notion d'attitude. Comment, mais pas le comment action concret, mais vraiment manière de. Euh, et ensuite, le cercle d'après, ce sont les actions. Quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire? Par exemple, une valeur, bah, peut-être si je remonte, ce sera peut-être simple. Une valeur du groupe, je ne peux pas zoomer. C'est la légèreté. Les principes et manières de faire, c'est bah, de faire la fête, de faire des activités spontanées, de, d'être créatif. Ça, c'est ce qui va nourrir la légèreté. Et concrètement, comment on fait ça?
eh ben, on va faire ça je me rends compte que là, c'est pas... Il y a pas les exemples sont pas notés dans le troisième cercle, pardon, sur les actions. Mais on va faire ça en organisant mensuellement un repas partagé convivial et festif où on fait une projection de cinéma. Ça, c'est une action concrète. Et du coup, là, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que le troisième cercle, on va essayer de le ranger par segment, par catégorie, en fait, pour pouvoir s'y retrouver après et lancer des plans d'action. En fonction de ce qui émerge, les segments vont être différents d'un groupe à l'autre, mais ça va permettre notamment de pouvoir repartir avec des actions euh, qui vont pouvoir être traitées pas forcément par le groupe entier. Si le groupe s'organise et qu'il y en a qui vont traiter plutôt les sujets d'architecture, donc qui vont plutôt traiter les sujets bien-être, bah, les segments vont pouvoir permettre de se répartir aussi les tâches à l'issue de ce travail. Et du coup, voilà, l'exercice, il est basé sur la diversité des points de vue. Donc, c'est aussi vraiment, vous prenez pas la tête non plus sur c'est quoi une valeur, c'est quoi un principe, c'est quoi une action. Essayez autant que possible de remplir les cercles au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est de s'entendre, en fait, d'entendre qui a quelle valeur, pour qui c'est central. Que un tel trouve que l'entraide, c'est une valeur, alors que l'autre trouve que c'est une attitude, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est d'entendre que pour un tel, l'entraide, c'est important. Euh, et, et, euh, et donc là, il est vraiment s'organiser pour que ça émerge en écoutant tout le monde et que les positions de chacun et chacune puissent être entendues. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi c'est important à quelqu'un. Et c'est pas de convaincre un tel que ça, c'est important, mais plutôt de comprendre qu'est-ce qui est important pour chacun et qui doit être mis en commun et de bien comprendre pourquoi c'est important. C'est là de nouveau que des méthodes comme les 5 pourquoi peuvent permettre d'aller creuser. Si on se dit, mais c'est trop bizarre que ça, ce soit important pour lui, on sait veut dire qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de clarifier. Et donc, du coup, d'aller poser la question, pourquoi c'est important pour toi, et de dépasser le blocage du vocabulaire pour vraiment aller chercher qu'est-ce qui doit être placé au centre et qu'il faudrait surtout pas passer à côté, sinon cette personne va à un moment décrocher du projet, se démotiver ou on n'est pas compatible. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'aller au-delà des interprétations pour noter au centre ce qui va construire ensuite et orienter et permettre de faire des choix. Parce que le mandala aussi, il peut être assez fou. À la fin, on voit plein de choses apparaître. Et si on ne faisait pas le mandala et qu'on demandait aux gens juste de faire le cercle action, c'est quoi les projets que vous voulez faire? On pourrait avoir une liste à l'après-vert de moi, je voudrais qu'il y ait un centre de yoga, qui ait des poneys, que puissent aussi cuisiner tous ensemble. Et là, en fait, de faire ce travail-là avec les valeurs et les cercles concentriques, on va pouvoir aussi rattacher chacun de ces projets à des choses qui sont essentielles et qu'on veut voir, qui vont nous guider. Et ça va nous permettre aussi d'arbitrer et de prioriser sur certaines actions qui vont nourrir plusieurs valeurs, qui vont être aussi voilà, en lien avec ce qui est important. Et voilà, après, les arbitrages peuvent être, c'est complètement OK qu'une action ne nourrisse qu'une seule valeur et qu'elle soit quand même essentielle et qu'il va quand même la faire, hein. Mais c'est juste, ça permet de rendre des choses plus lisibles de ce type d'outil qui va être très visuel en fait, parce que la manière de faire le mandala, c'est d'écrire des post-it et de les noter au fur et à mesure. Je crois que j'ai une photo. Ah non, j'ai pas la photo. Euh, et du coup, à la fin, on voit tout ce qui se projette, en fait. Et on peut tourner autour, regarder, reprendre le temps de zoomer sur quelque chose. Voilà. Pour le mettre en œuvre, vraiment, la recommandation, c'est d'utiliser des post-it de même couleur par cercle, de laisser des temps de nouveau de silence longs. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne va pas à la même vitesse et c'est bien qu'on puisse, chacun puisse avoir le temps d'écrire et de réfléchir euh, dans la globalité. Pareil, de prendre le temps de mise en commune assez longue. Voilà, comme je dis tout à l'heure, bah, peut y avoir des vocabulaires que chacun utilise et derrière lesquels on ne met pas les mêmes choses. Donc, c'est vraiment important de pouvoir expliciter les nuances, d'utiliser l'oral pour ça. Et si on a justement eu beaucoup de temps pour le faire, ce qui est possible de faire à la fin de cet atelier, c'est de nouveau de la convergence, c'est-à-dire de vérifier quand on a terminé un cercle, que ce qui est dans le cercle, c'est bien ce qu'on veut qu'il y ait dans le cercle. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on veut, il manque pas quelque chose, et que ce qui apparaît, c'est bien des choses qu'on veut qui apparaissent, pardon. Et si c'est pas le cas, bah, de réouvrir une discussion euh, et de voir si c'est facile d'ajouter un post-it ou d'en retirer un. En fonction de si c'est facile, bah, vous pouvez vous arrêter là, ajouter, enlever et valider ça ensemble.
Si c'est difficile, qu'il y a quelqu'un qui a une objection, qui dit, moi, je me sens pas à l'aise si on valide le cercle comme ça, et qu'on trouve pas rapidement quelque chose qui permettrait de le valider, parfois c'est juste de changer de vocabulaire. Et ben dans ce cas-là, de prévoir un temps dédié à ce sujet-là ailleurs, pour y revenir. Voilà, sur donc les 4 ateliers plutôt pour apprendre à se connaître sur des sujets un peu de fond, de valeur, comme je disais, avec différentes natures d'ateliers, des choses qui peuvent être très longues, qui permettent d'aller très en profondeur, des choses qui peuvent au contraire permettre d'esquisser en surface et d'être déclencheurs de choses qui vont mûrir ensuite chacun dans son coin, pour y revenir plus tard dans un atelier plus long. La plupart de ces ateliers peuvent être faits plusieurs fois pour justement aller dans la profondeur. Donc, soit vous faites, je vais un atelier, vous le faites plusieurs fois et vous allez dans la profondeur, soit vous faites tous les ateliers les uns après les autres et vous allez voir qu'ils vont être redondants, mais qui vont permettre de mieux en mieux se connaître. D'ailleurs, si vous les faites tous, le mandala holistique, il pourrait être très long si vous commencez par le mandala holistique. Si vous avez déjà fait ceux d'avant, bah, peut-être la première phase de valeur, elle sera très rapide à faire parce que vous aurez déjà une bonne connaissance de ce qui est essentiel, pas essentiel et des autres, et vous n'avez pas forcément besoin de passer beaucoup de temps sur le premier cercle. Ouais, donc, il y a plein de manières de les articuler, ces ateliers, et c'est des outils et c'est pas non plus une unique méthode. Ensuite, je vous disais, je voulais aborder trois thématiques sur lesquelles c'est intéressant d'explorer au tout début en tant que collectif. Il y a l'argent, les conflits et l'engagement. Donc, sur le rapport à l'argent, il y a plusieurs exercices qui sont possibles et qui peuvent s'assembler ensemble dans un même atelier ou qui peuvent être faits séparément, voire tout seul, qui permettent déjà d'aborder le sujet. Euh, il y a aussi une fiche pratique sur ce sujet-là. Sur le rapport à l'argent, déjà, la première chose, ce serait de prendre conscience de si on est à l'aise ou pas de parler du sujet. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise de parler d'argent. Comprendre pourquoi on n'est pas à l'aise, ça peut déjà être une première étape pour apprendre à se connaître. Parce que certains vont vouloir foncer tout de suite sur faut qu'on fasse le budget du projet, faut qu'on détermine combien on a de ressources, dis-moi combien tu as de sous, comme ça je vais pouvoir faire le budget. Et en fait, tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour dire combien il a de sous. Donc, déjà, premier sujet, c'est de savoir comment on se sent d'en parler. Et ensuite, du coup, il y a plusieurs outils qui vont permettre de progressivement pouvoir dire ce qui nous travaille sur le sujet avant d'aller carrément dans les choses pragmatiques de combien on met dans le projet. Parce qu'il y a beaucoup de représentations autour de l'argent. Donc, un des exercices pratiques qui peut être fait, c'est de se poser la question, dans notre entourage, est-ce qu'il y a selon nous, des bons et des mauvais rapports à l'argent? Et pourquoi? Euh, voilà, il n'y a pas de bon et de mauvais rapport à l'argent, mais il y en a des différents et ça peut être intéressant de comprendre qu'est-ce qui nous met à l'aise ou pas à l'aise et de s'entendre là-dessus. Donc vraiment, ça, c'est un tour de réfléchir, prendre des notes si on est quelqu'un qui a besoin de noter en silence et ensuite faire un tour de partage à tour de rôle pour dire, bah voilà, les représentations qu'on a. Si cette manière de faire, de citer des personnes n'est pas celle avec laquelle vous êtes plus à l'aise, il y a une autre manière de faire qui peut être aussi de passer par le dessin. C'est-à-dire prendre une feuille, la couper en 4 et dans chaque case, illustrer sa position par rapport à un sujet lié à l'argent. Donc les 4 sujets qui peuvent être abordés, ça peut être bah, gagner de l'argent, qu'est-ce que ça représente pour moi, comment je me sens par rapport à ça, et de le dessiner. Du coup, ça peut être très métaphorique. Gagner de l'argent, pour moi, je dessine une grenouille parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait plein de bruit, mais qui en fait est tout petit. Je sais pas. Euh, et puis du coup, on peut faire des dessins sur chacun des sujets, gagner de l'argent, dépenser de l'argent, mettre de l'argent de côté, mettre en commun de l'argent. Vous avez vu, j'ai pris vraiment une métaphore au hasard. J'ai choisi la grenouille et j'ai réussi à dire des trucs dessus. En fait, c'est pas important la qualité du dessin ou le dessin qu'il fait. Ce qui est important, c'est ce que je vais en dire, ce que je vais interpréter de ce dessin. Et le dessin peut permettre de libérer des choses et tout d'un coup de voir quelque chose. Si le dessin, ça bloque, une autre manière de faire qui peut être quand même aussi visuelle, c'est d'utiliser des cartes de jeux de société. Donc, il y a plein de jeux de société qui ont des cartes très illustrées. Le classique, c'est Dixit, mais il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner. Un jeu de mémoire et disposer ces cartes dans l'espace, que tout le monde puisse les voir, et chacun peut désigner la carte qui, selon lui, représente son rapport à la question posée. Donc, mon rapport à gagner de l'argent, bah, c'est ce lièvre blanc qui court avec une montre.
dans un univers où il y a des horloges partout et c'est en train de fondre. Pourquoi c'est ça? Bah parce que j'ai l'impression on court toujours après l'argent, que ça prend beaucoup de temps, qu'on est toujours en retard, qu'on pense gagner de l'argent à telle date et que c'est pas le cas. Et en fait, voilà, on va pouvoir expliquer à l'oral ce qu'on projette sur cette image. Et du coup, en écoutant les uns les autres, on va commencer à se comprendre sur ce qu'on a comme envie, peur, attente sur l'argent, en fait. Et on pouvait faire aussi tout simplement une balance des divergences sur le thème de l'argent. Donc, j'avais donné tout à l'heure un exemple. En fait, il y en a plusieurs gradients qu'on peut faire. Il y a l'argent qu'on met en commun. Il y a est-ce que le collectif doit avoir des revenus? Voilà. Et donc, dans la fiche pratique, il y a plusieurs questions qui sont posées, je crois 4 ou 5. Et du coup, c'est possible de se positionner et de faire une balance des divergences sur ce sujet. Voilà, sur le rapport à l'argent. Donc, comme je disais, on peut faire tous les exercices ensemble, donc on peut en choisir qu'un seul. Et après avoir fait ça, ben, ça va aussi permettre dans des ateliers plus concrets de faire son budget, se poser la question de faire le bilan des ressources du collectif, de pouvoir l'aborder en prenant soin de comment chacun se sent à l'aise avec le sujet, des peurs de chacun, euh, et, euh, et d'y aller au rythme aussi où chacun a besoin sur ce sujet-là. Les ateliers sur le rapport au conflit, c'est un peu voilà, le même objectif, c'est de se connaître pour pouvoir ensuite s'outiller. Donc le rapport à l'argent, l'idée, c'est de pouvoir travailler son budget, c'est faire aller chercher des ressources pour pouvoir financer son projet. Le rapport au conflit, c'est quelque chose où c'est important de se connaître pour pouvoir ensuite établir une charte et potentiellement des méthodes s'il y a des conflits. Euh, Notamment, on recommande de se poser ces questions-là avant qu'il y ait des conflits. Comme ça, le jour où il y a un conflit, on peut se reposer sur une méthode pour prendre soin du conflit, essayer de le résoudre par des méthodes qui vont être adaptées aux personnalités des membres du collectif. Parce que, en fait, on voit que cet exercice-là, pour un même conflit, on ne va pas tous réagir de la même manière. Donc, il y a deux slides sur ce sujet, qui sont deux exercices de positionnement dans l'espace, si on veut, euh, et où, en fait, on se pose la question de son attitude face au conflit. Donc, il y a deux questions qui se posent. Il y a quand je suis en conflit, moi, avec quelqu'un ou avec un groupe, quelle est mon attitude face à ce conflit? Quelle que soit la nature du conflit en soi. Est-ce que quand il y a un conflit, je vais être plutôt de nature à vraiment montrer mes muscles, dire moi je pense ça, vraiment d'aller dans l'objection forte, de se positionner, de dire je veux pas, je suis pas d'accord, voilà, donc il y a un gradient d'objection. euh, et il y a un gradient de relation qui est euh, à quel point je me mets en lien avec la personne avec qui je suis en conflit. Et bah, si je donne des exemples, on peut être vraiment dans moi je pense ça, mais je sais que tu penses ça, du coup peut-être qu'on peut faire ça. Donc on va aller dans le compromis, voir si on est vraiment très fort dans la coopération et pas juste voilà, chacun a raison et on fait quelque chose qui marche ou chacun peut avancer un peu de son côté et on fait quelque chose qui marche. Et après, il peut y avoir du coup quand on pose beaucoup d'objections mais qu'on ne veut pas être avec l'autre, bah, ça va être qui va avoir tort, qui va avoir raison. Inversement, si on ne pose pas beaucoup d'objections et qu'on est dans la relation, bah, on va peut-être se soumettre, on va dire moi je suis pas d'accord mais je te laisse faire, je vais faire comme toi, vas-y je fais comme toi. Ou ça va être je te laisse faire, mais en plus je me sens pas en lien avec toi donc je m'en vais. Ciao. Voilà, il y a vraiment plusieurs positions possibles qui, certes, vont varier en fonction de la nature du conflit, mais on a des fois des tendances naturelles à aller à toujours fuir ou à toujours se défendre ou à toujours essayer de trouver une solution. Voilà, il y a différents profils et ça peut être intéressant de connaître son profil à soi et d'être capable de le partager au reste du groupe. Et inversement, il y a aussi, enfin, c'est pas l'inverse, pardon. Et en complément, il y a l'attitude au conflit quand on est témoin, quand on n'est pas soi-même dans le conflit. Est-ce qu'on est une personne qui va se sentir non concernée, qui va dire c'est leur conflit, je ferme les yeux, je les laisse résoudre?
Est-ce qu'on est quelqu'un qui va se positionner? Moi, je pense comme un tel et je prends sa défense. Ou est-ce qu'on est quelqu'un qui va essayer d'être le médiateur, de trouver la solution entre les personnes en conflit? Ouais, il y a c'est pareil, en fonction du conflit, on va pas tous exactement avoir la même réaction, mais on peut avoir des tendances. Ça peut être intéressant de se rendre compte de ça et de pouvoir le partager pour, euh, pour ensuite mettre en place des processus qui vont aussi inviter chacun à prendre toutes les positions parfois. Et de ne pas se cantonner à quelque chose qu'on a l'habitude de faire et de vraiment réaliser qu'en fait on fait ça par habitude et que peut-être on peut changer de rôle dans son attitude face au conflit, par exemple. Ouais, donc c'est vraiment des ateliers qui vont pas permettre de résoudre des conflits et qui vont permettre de se connaître. Dans ces ateliers, il peut y avoir aussi tout simplement des questions de moi, quand je suis en conflit, j'ai besoin, et ça c'est quelque chose qui n'est pas écrit là, mais peut-être essayer de lister vos besoins quand vous êtes en conflit, de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup parler ou est-ce que vous avez besoin de vous isoler et de pouvoir réfléchir calmement au sujet. Voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins et les mêmes réactions. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez creuser et partager dès le début d'un projet. Je vais avancer pour qu'on puisse avoir le temps de clôturer et d'avoir plein de questions. Ouais, j'avais mis une petite slide sur les bonnes pratiques en gestion de conflits. Voilà, il y a, avant qu'il y ait des conflits qui émergent dans le collectif, c'est bien de pouvoir inviter chacun et chacune à réfléchir régulièrement sur soi, sur comment on se sent dans le groupe, et du coup, seul, de d'écrire ou de... chacun ses techniques, mais de se poser la question de comment on se sent, voir s'il y a des conflits latents, s'il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise, et de pouvoir, avant que ce soit un conflit explosif, de pouvoir trouver les espaces où on en parle. On recommande d'organiser des temps réguliers collectifs. On va pouvoir célébrer ce qui s'est passé, faire le deuil des échecs ou des difficultés, pouvoir justement mettre des mots sur les choses qui sont difficiles ou les choses qui font du bien et de ne pas laisser des sentiments d'injustice se créer. Par exemple, quelqu'un qui a fait quelque chose et dont personne ne parle, ça peut être très difficile à vivre et ça peut être latent pour un conflit. Euh, et pour pouvoir gérer toute cette anticipation, c'est aussi intéressant qu'il y ait au moins une personne qui se pose la question de où est-ce que ça se passe, à quel moment, dans quels espaces on peut faire ces régulations, ces temps de soins, avec quels outils. Donc d'avoir un rôle dédié à ça. Et après, une fois qu'il y a un conflit qui est identifié, dans les bonnes pratiques, de pouvoir trouver un espace dédié ou un temps dédié pour pouvoir gérer le conflit et le reconnaître, le verbaliser mettre en place des protocoles pour le gérer, pour pouvoir inviter chacun à prendre du recul, à s'écouter, à écouter les autres et à trouver ensuite collectivement des solutions. Et vraiment, dans la gestion des conflits, ne pas hésiter à se faire accompagner, que ce soit en médiation, avec quelqu'un vraiment qui intervient et qui va faire des propositions, ou même juste une facilitation extérieure pour que chacun puisse vivre les processus qui ont été pensés pleinement sans être en plus avec la casquette de facilitateur. Voilà sur les conflits. Et donc, le dernier sujet que je voulais vous recommander d'aborder quand vous êtes en train de commencer un collectif, c'est la question de l'engagement. En début de projet, il se passe mille choses à la fois, partout, il y a plein de trucs à faire. C'est bien d'essayer d'un moment, pas forcément immédiatement, vous pouvez prendre le temps pour ça, mais sans trop tarder, prendre le temps de faire un pas en arrière et de se poser la question de comment je me sens vis-à-vis de mon implication et de mon engagement dans le groupe et comment le reste du groupe se sent. Et sur ce rapport à l'engagement, il y a plusieurs sujets qui peuvent être abordés avec différentes méthodes d'animation. L'idée de partager ses critères de réussite. Voilà, qu'est-ce qui ferait que le projet est réussi? Qu'est-ce qui ferait que le projet est un échec pour moi? Donc là, la méthode classique pour ça, c'est les post-it. De nouveau, on peut utiliser des échelles. Euh, donc là, on n'est pas du tout sur une balance de divergence, on est plutôt sur un positionnement. Quelle est l'importance du projet pour moi par rapport à d'autres projets? Si on se pose la question dans sa vie, c'est quoi mes projets essentiels? J'ai peut-être un enfant, j'ai peut-être un projet professionnel, j'ai peut-être un projet associatif, j'ai peut-être dans mes choses qui sont vraiment importantes pour moi, il y a du temps passé avec mes amis. Voilà, si on considérait qu'il y avait plusieurs projets dans ma vie, le projet du hameau léger, le projet de lieu de vie, où est-ce que se situe par rapport à ces autres projets et qu'on puisse donner cette clarté aux autres membres du collectif et qu'on puisse en discuter. Voilà, c'est très important pour moi le projet du hameau léger, mais dans ma vie, il y a aussi ces autres projets-là qui sont peut-être plus importants. Et ce qui permettra ensuite d'aborder peut-être le deuxième sujet de combien d'heures par semaine je suis prêt à consacrer à ce projet
Et il y a qu'est-ce que je souhaite faire et qu'est-ce que je suis capable de faire et de pouvoir en discuter. Et il y a aussi dans cette notion d'engagement, d'implication, la question du rythme. Et vous pouvez de nouveau travailler avec une échelle et se poser de 1 à 5. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le rythme, il est trop lent ou trop rapide. Et pouvoir en discuter, ce qui va permettre aussi d'ajuster vos manières de faire, répartir peut-être les rôles, les tâches à partir de cette écoute-là sur l'engagement, le rythme, l'implication, de trouver le rythme de croisière du collectif. Voilà, donc ça, sur ces thématiques-là, je n'ai pas proposé des ateliers tout faits, c'est vraiment plutôt des assemblages d'ateliers, de questions, de méthodes qui vont permettre d'aller creuser un sujet ou un autre euh, sur ça. Ça vous permet je pense, mon intention là, c'était vraiment de vous montrer qu'il y a une diversité de manières d'aborder les sujets et de commencer les sujets en collectif. On peut juste se mettre en cercle, poser une question, chacun y réfléchit en silence et ensuite on fait un tour de partage de ce que chacun a dit. Et à partir de ce tour de partage, on peut aller écouter les convergences, les divergences et où on peut travailler avec des post-it et faire apparaître des choses visuellement, les trier, les prioriser, les rebouger et prendre une photo à l'instant T du résultat de cette priorisation en groupe. Et voilà, quelles que soient les méthodes d'animation, ça permet au fur et à mesure qu'on parle des sujets, de se connaître, d'être plus à l'aise, d'avoir un vocabulaire commun qui se construit et petit à petit de se sentir plus légitime pour pouvoir prendre des décisions parce qu'on connaît le groupe et qu'on se sent capable et qu'on se sent utile au groupe pour avancer. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure sur tous ces ateliers, vraiment, quelle que soit la manière dont vous les conduisez, ce que vous choisissez, le rythme auquel vous les faites, au début d'atelier, prendre le temps des météos, d'anticiper le matériel, les rôles, et en fin d'atelier, prendre le temps de repartager comment chacun se sent. Au-delà des apprentissages, vraiment comment on se sent, qu'est-ce que ça nous a fait vivre. Et puis, bien aussi penser à clôturer sur les prochains pas. Est-ce qu'il y a des gens qui, à l'issue de cet atelier, ont envie de faire des choses? Et si oui, quoi? Quand? Est-ce qu'il y a des échéances? Est-ce qu'elles ont besoin d'autres choses? Enfin, de bien le repartager aussi à ce moment-là. Voilà pour la présentation des différents ateliers. Il est 19h45. J'ai beaucoup parlé. Comme je n'ai qu'une seule personne avec moi, j'espère qu'elle aura quand même tout le temps de poser ses questions. Est-ce que tu as des questions, Jessie? Ou un témoignage sur un atelier que tu aurais déjà vécu? Bah alors, j'ai pas vraiment de questions. Et après, j'ai pas fait tellement d'ateliers comme ça. Enfin, si, dans le cadre de mon travail avec les cartes Dixit, ça, j'avais déjà fait sur une question en particulier, commençant et de voir, prendre la carte et puis d'écrire un peu, enfin, pourquoi on a choisi cette carte-là. Donc, ça, je vais me parler. Non, bah justement, là, aujourd'hui, c'était l'objectif d'avoir justement des outils pour pouvoir mettre en place effectivement, enfin, savoir comment on peut se sentir dans un collectif. Et voilà, exactement. Enfin, donc, pour moi, c'est assez clair la manière de faire. Et puis, c'est des choses, comme je suis dans un milieu où enfin, on peut avoir ce genre d'atelier. Et du coup, ça me parle quand même pas mal. Enfin, ça, je trouve pas que ce soit des ovnis, quoi. Donc, voilà. Après. Témoignage, non, moi je suis aux prémices d'un projet comme ça, d'un collectif, donc pour l'instant j'ai pas trop de témoignages, mais voilà, c'est les débuts quoi. Justement, c'est pour ça que je suis ce webinaire, que je suis beaucoup enfin, ce que vous faites chez Amo Léger, que j'aimerais bien faire des stages. Donc voilà, je commence gentiment à explorer tout ça. Très bien, bah, je passe sur la suite sur les différents liens et événements utiles. Et à la fin, j'arrêterai l'enregistrement et si tu veux, on pourra aborder problématiques plus d'actualité pour toi. Ok. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, voilà, il y a un centre de ressources en version alpha. Si vous voulez y accéder, bon bah voilà, c'est pas le lien le direct, c'est un mail. Il faut contacter mon collègue Vincent qui vous partagera l'accès à la version alpha. Donc dans ce centre de ressources, il y aura une visualisation du parcours global de création d'un mot léger, comme la frise que j'avais montrée au début. Et dedans, il y a des liens vers tout plein d'ateliers qui sont finalisés. Donc il y a des étapes où on n'a pas encore de contenu, d'autres on a du contenu. En tout cas, tous les ateliers que j'ai partagés aujourd'hui sont tous accessibles dans ce centre de ressources. Euh, En dehors de ce centre de ressources, qu'il y a aussi, il y a une communauté intercollective.
Euh, aujourd'hui, elle est animée principalement par par un chat en ligne, donc qui est aujourd'hui hébergé sur Slack, mais qu'on envisage de fusionner avec d'autres projets d'habitat participatif et d'autres écolieux pour pouvoir voilà, toucher une communauté plus large qui aurait des problématiques similaires. Si vous voulez rejoindre cette communauté et participer à ce forum, vous pouvez contacter l'adresse émergence cette fois, amo-léger.org. En lien avec cet espace de discussion en ligne, normalement, on fait des visios mensuels qui sont aujourd'hui fusionnés avec ces webinaires. C'est pour ça que je proposais, voilà, à l'issue de ce webinaire, qu'on ait un deuxième temps non enregistré où on peut du coup écouter les différents porteurs et porteuses de projets et aborder leurs thématiques et problématiques et avoir un espace d'entraide collectif où les uns et les autres peuvent apporter leurs témoignages, leurs ressources, leur bibliographie qui vont pouvoir aider les uns et les autres à avancer sur une problématique du moment. Actuellement, il y a des projets qui sont en recherche de collectifs. Si vous voulez savoir lesquels, il faut aller sur le site de l'association. Je n'ai pas mis à jour la carte. Ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, Plouigno a trouvé son collectif. Malheureusement, ou heureusement. En tout cas, l'appel à projet n'est plus ouvert pour Plouigno. Euh, on ne me dit pas du tout la carte des appels à projets ouverts, puisque ça ferait, enfin, si, en tout cas, pardon, excusez-moi. À part Pouligno, tous les autres, c'est des projets qui vont bientôt chercher leur collectif. Et donc, s'il y a des zones géographiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ces projets-là. Il y a plein d'informations sur notre site internet dans la catégorie projet. Les prochaines rencontres qui peuvent vous intéresser. Donc, il y a un prochain webinaire qui aura lieu début septembre. Je vais également animer, mais je vais essayer cette fois d'avoir d'autres intervenants, notamment des témoignages. L'idée, c'est d'aborder la question du modèle économique d'un mot léger. Qui paye quoi, comment ça s'équilibre, combien ça coûte au final. Ensuite, dans les agendas, il y a aussi donc, des espaces de partage qui sont donc des rencontres où on va se partager des connaissances sur certains sujets. Donc, il y en a deux qui sont plutôt techniques sur les fours solaires ou l'autoconstruction d'un poêle, qui ont lieu en septembre. Et ensuite, il y a un espace de partage plus théorique sur la question de comment on monte un hameau léger quand on est un jeune collectif. Donc, ces espaces de partage-là plus théoriques qui sont sur plusieurs jours. L'idée, c'est de faire venir plusieurs collectifs ensemble. On a un programme thématique sur les 3-4 jours qui permet d'avoir les apports théoriques et pratiques de l'association Hameau Léger, mais aussi les apports des autres collectifs qui participent et qui ont différents niveaux d'avancement. Et souvent, dans ces espaces partage, on essaie de faire des sprints projets où chaque collectif peut présenter son projet, une problématique qu'il vit, et aller la creuser avec les autres collectifs pour avancer. Les infos sont sur l'agenda de l'association, avec notamment les modalités d'inscription. Il y a des nombres de places limités, mais il y en a souvent assez pour tous les volontaires. Et il y a un petit tarif d'accès qui permet de prendre en charge l'hébergement, les repas, le matériel d'animation. Voilà, donc chaque espace a son format. Pour rappel, tous les webinaires précédents ont été enregistrés et sont rediffusés sur notre chaîne YouTube. Donc, il y en a sur la réglementation, il y en a sur le parcours de création, il y en a un sur la gouvernance, il y en a un sur les premiers pas en collectif, donc de manière plus théorique par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui sur les ateliers. Et il y en a plein d'autres. Le prochain webinaire, donc j'ai parlé de celui qui aura lieu en septembre sur le modèle économique, mais s'il y a des thématiques qui vous intéressent, qui ne sont pas encore dans les webinaires enregistrés et que vous aimeriez qu'ils soient abordés, vous pouvez les mettre dans le chat ou en commentaire sur le live Facebook ou sur la rediffusion et on essaiera de les prendre en compte pour notre programme des prochains webinaires. Enfin, donc on a cette slide-là sur voilà, les webinaires. C'est un projet qu'on a dans l'association depuis un bout de temps. Cette année, on s'y est mis vraiment de manière régulière parce qu'on a un soutien financier, on a une subvention qui couvre 25% du coût des webinaires. L'idée, c'est d'avoir un webinaire par mois pendant 2 ans et qui couvre toutes les problématiques du parcours de montage d'un rameau léger autant que possible. Et donc, cette subvention couvre 25%. Le reste du coût que ça a pour l'association, il est couvert par les dons. Donc, si vous avez la possibilité de soutenir ce travail, voilà, il y a le lien ici. Donc, l'organiser un webinaire, ça représente
25 heures de travail mélangées entre voilà, les différentes mises en relation des intervenants, la préparation du contenu, le temps de communication, la production du support technique, le temps d'animation. Voilà, là, il y a déjà 1 heure et demie d'animation. Euh, ce webinaire prend peut-être un peu moins de temps parce que je suis la seule intervenante, mais souvent on a aussi voilà, plusieurs intervenants. On, on a envie que ces contenus restent libres et que l'argent ne soit pas une barrière, donc c'est pour ça qu'on fait des appels aux dons. Merci à tous pour votre attention. Je dis tous et toutes parce que j'espère qu'il y a peut-être des gens aussi en live sur Facebook. Si vous voulez bien nous aider à continuer d'adapter nos contenus, il y a un petit Typeform qui permet de comprendre vos besoins, vos envies et attentes. Il y a le lien en dessous, sinon vous pouvez flasher le QR code et ça nous permettra de continuer d'adapter nos propositions et nos actions à vos attentes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement, sauf si tu as une question, Jessie, qui pourrait servir à tous ceux qui écoutent sur ce webinaire. Non, ça va. Et alors, comment je fais pour arrêter l'enregistrement? Voilà.